Lova Rinel, vous avez été co-directrice de campagne, conseillère du président de l'Assemblée nationale à Madagascar, collaboratrice parlementaire, ambassadrice diaspora africaine, chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique, et vous êtes depuis peu commissaire à la commission de régulation de l'énergie, où nous nous trouvons en ce moment même. Dans une précédente interview, vous m'avez dit, et je cite, « Moi, je la comprends, cette envie d'émancipation. Je suis née et j'ai grandi en France. J'ai grandi dans les quartiers. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de m'assigner à résidence que je vais y rester. » Lova Rinel, vous n'êtes donc pas qu'une transfuge de classe, vous êtes une évadée de classe. Racontez-nous votre histoire. Ah, c'est drôle cette expression, parce que finalement... Transfuge de classe ou évadée? C'est l'expression. Transfuge, on a l'habitude, c'est un terme sociologique. Évadé, ça donne finalement l'impression qu'on est en prison quelque part et qu'il faut en sortir. Vous avez dit quand même... Oui, voilà, l'assignation, mais je crois que c'est une réflexion globale qu'on doit avoir pour tous. Est-ce que quand on est le fils de Bernard Arnault, on doit être forcément ce à quoi on s'attend de lui, que finalement demain on va le voir dans une soirée totalement détendue en quartier à regarder des raps de Clash ou quoi que ce soit, ce serait genre il est sorti son système. Non, il vit dans son temps, il vit avec son temps et il vit pour son temps. Je crois que c'est un peu l'histoire un peu, enfin en tout cas celle pour laquelle moi j'ai envie de m'inscrire pour moi. L'ambition que j'ai pour moi, c'est d'être dans mon temps. Et être dans mon temps, c'est d'être une femme moderne, à des postes prestigieux, avec une carrière fulgurante, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, tout faire pour que ça arrive. Donc c'est ça, être dans mon temps. Et donc, ça veut dire de taper, avec parfois un peu plus de violence, certaines menottes on va dire, le monde, ma naissance, et un peu certainement la culture dans laquelle... j'ai grandi. Justement. Et dans laquelle je suis née et pour laquelle je n'y peux rien. C'est-à-dire que voilà le cadre dans lequel on m'a mis. Moi, je dis, attendez, ce cadre, il est sympa, mais ça me saoule un peu. Et j'ai envie d'aller ailleurs. Je crois que c'est ça, en fait, la modernité et ce que permet la République aujourd'hui. Vous êtes née dans quel cadre et pourquoi cette envie d'aller ailleurs? Ailleurs où? Moi, je suis née dans un cadre qui s'appelle les quartiers populaires dans le sens figuré et dans le sens premier du terme. Dans le sens premier, c'est le béton, les murs, les immeubles. Et donc cette grisaille du 94 et du Kremlin 7 que j'adore par ailleurs, c'est une ville pour laquelle je suis attachée à un département que j'aime beaucoup. En fait ça me saoule, j'ai toujours envie d'aller plus loin, d'aller là où c'est plus beau, plus grand, avec une meilleure on va dire vision. Et puis après il y a ce monde qui est un peu plus sens figuré, c'est issu effectivement d'une famille modeste qui a connu des difficultés, même de très dures difficultés, et ça m'a marqué. D'ailleurs, ce qui m'a plus marqué, c'est pas le fait d'avoir eu des moments difficiles, parce qu'en vrai, les parents, comme beaucoup, ils réussissent à faire en sorte que les enfants ne les ressentent jamais. C'est de se dire que maintenant que je suis maman, je crois comprendre ce que c'est, et je me dis, punaise, mais ils ont géré les parents, quoi. Comment ils ont réussi à, effectivement, nous faire croire que tout allait bien alors que tous les 3 jours, ils étaient au bord de la crise. Et moi, je trouve ça fort. Donc, ce que ça a construit pour moi, c'est que l'obsession, je crois que c'est un mot, d'assurer à ma famille, donc à mon mari, à mes enfants, un cadre de sécurité. Et donc, ça veut dire que ça passe par un salaire confortable, très clairement, et qu'on essaie de gagner honnêtement. D'autres font d'autres choix. Moi, j'ai fait celui-ci. Et j'ai envie de le gagner honnêtement et j'ai envie de le gagner avec un autre sujet, c'est peut-être le tampon, effectivement, de l'administration, de la République. Donc, c'est-à-dire, effectivement, être à des postes publics ou parapublics, puisque c'est vrai que j'ai pas eu envie de m'investir pour monter une entreprise. Et je dis pas que c'est pas bien. Je dis que moi, dans ma trajectoire à moi, ce n'est pas aujourd'hui le cas. Peut-être demain, ça le sera. Et pourquoi pas? Mais c'est vrai que voilà, ce sésame-là m'a plus intéressée que les autres. À cause de la sécurité, peut-être? Non, au contraire. À cause peut-être de l'impertinence de mon profil à pouvoir m'inscrire dans un organigramme où je serais tout en haut. Et où être tout en haut, c'est quand même se dire, ah ouais, elle te plaisante pas, quoi.
Comment avez-vous fait pour être tout en haut, justement? Alors en fait, ça n'a pas été tout le temps. J'ai pas été tout en haut. À l'école, comme voilà, j'ai pas eu de grosses difficultés. Voilà, parce que la chance que j'ai eue, c'est oui, j'ai eu des parents qui considéraient que les études c'est l'alpha et l'oméga en fait. Donc à partir de là, si t'as pas 16, tu manges pas le soir. C'est assez simple. C'est exagéré ou? Bon, allez, 15. Mais c'est un peu ça, c'est ouais, tu manges pas en fait. Si tu crois que l'argent il tombe du ciel et que la nourriture elle s'obtient en n'ayant rien foutu à l'école, alors que nous on trime pour pouvoir te donner à manger, bah tu manges pas. Voilà. De la politique, vous en avez fait beaucoup. Est-ce que cette trajectoire était fixée dès le départ? Est-ce que vous saviez que vous feriez carrière dans la politique? Et comment avez-vous fait pour y arriver? D'aussi loin que je me souvienne, le premier visage qui m'a inspirée, ça a été le visage de Kofi Annan quand il a été nommé secrétaire général des Nations Unies. C'était finalement moi mon premier visage d'homme noir à un poste objectivement prestigieux. Et je me dis en fait ouais. C'est pas mal, en fait, le kiff contrôler le monde comme ça. Alors, on va dire, ouais, l'ONU contrôle pas vraiment. En fait, tais-toi. En fait, si. En fait, quand même. Et c'est vrai que, depuis que je suis tout petite aussi, j'ai un rapport au pouvoir qui est peut-être un peu plus prononcé. J'ai toujours aimé les grands empereurs, les grands rois, les grandes reines. Voilà, ces gens qui ont simple lever d'une main ou d'une volonté, mettre à genoux la moitié de l'univers. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'image qu'on apprend à l'école de Jules César, de Gengis Khan, de Cléopâtre. Voilà, c'est dit, ah ouais, voilà. Et je me dis, ouais, c'est bien comme life quand même. Mais pourquoi? Parce que moi, je suis dans une cité. Moi, je levais la main, il y a personne. J'allais chercher mon truc, hein. Donc, je dis, ouais, elle est pas mal. C'est vraiment l'image quand j'étais petite. Et en grandissant, on se dit que ouais, empereur, c'est pas le bon, on oublie, hein, et qu'il y a un truc qui s'appelle la démocratie. Donc j'épouse finalement des trajectoires très modernes, puisque tout cela évolue, ces concepts évoluent avec le temps, se renforcent, s'améliorent, parfois se délitent avec le temps. Je parle de la démocratie, et donc c'est se dire bon, faut pas avoir un rapport un peu carnivore comme ça du pouvoir et narcissique. Et donc, finalement, je construis mes projections professionnelles avec des convictions politiques qui sont quelque part en antithèse avec le rapport du pouvoir qu'on peut avoir initialement. C'est-à-dire le côté je peux tout faire et tout le monde me doit quelque chose. Et en fait, là où peut-être mon milieu et mes parents m'ont remis un peu de cadre, et heureusement, ce qui constitue une éducation, c'est de se dire que, en fait, le pouvoir, tu le mérites quand tu es utile aux autres. Sinon, tu ne le mérites pas. Ton rapport aux autres doit être ton utilité. Et donc, forcément, dans le public, c'est l'utilité, en fait. C'est le nerf même des postes publics, c'est l'utilité pour le bien commun, pour le peuple, pour un idéal qui peut être Madagascar, moi, pendant un moment, la France aujourd'hui, la France sur la question énergétique aujourd'hui. Donc, oui, là, j'ai l'intime conviction, en tout cas, que ce qui m'anime, c'est toujours ce rapport d'utilité. Donc, quand on est utile, ça veut dire qu'on écoute les gens, qu'on essaie de comprendre ce dont ils ont besoin pour leur être utile. Et donc, ça veut dire que ça vient un peu mûrir et construire un rapport au pouvoir qui ne se fait que dans le cadre d'une réflexion utile. Je travaille avec beaucoup d'élus, avec beaucoup d'hommes et de femmes politiques. J'ai toujours été étonnée des gens qui considéraient que, en fait, leurs collaborateurs étaient un peu leur room service. Non, en fait, tu vas te lever, prendre ton café. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas. Non, ça m'intéresse pas et je veux pas le faire. Donc, t'es gentil. Moi, je suis conseillère. Je suis pas ta secrétaire. Donc, et en fait, c'est vrai qu'il y a dans ce monde-là, il faut savoir faire la part des choses. Et en fait, j'apprends beaucoup aussi de ça parce que c'est ce qui participe aussi au dégoût du monde politique. On se dit, c'est des gens qui servent pour eux. Non, moi... Vous êtes dégoûté aujourd'hui du monde politique? Non, pas du tout. Je suis dedans. Mais je crois que certaines incarnations dégoûtent. Et donc, eux me dégoûtent.
mais ne me dégoûte pas de ce qu'est la politique. Et du coup, j'ai beaucoup une forme, j'en veux à ceux qui galvaudent cette fonction, qui galvaudent ces titres, qui galvaudent l'intérêt commun, parce que du coup, on considère l'intérêt commun n'existe plus, et donc du coup, on pense qu'à nous. Et voilà ce que ça donne un peu. Voilà, je suis un peu inquiète, je suis très inquiète, mais ceci dit, je lâche pas. Moi, je suis très contente d'être à la commission de régulation de l'énergie, où nous sommes aujourd'hui. Et voilà, je sais que j'ai des objectifs, moi, de redevabilité sur ma mission de commissaire. C'est un mandat de 6 ans, non révocable, mais aussi non reconductible. Et donc, moi, j'ai 6 ans pour tout donner, et j'ai envie de les donner. Et je trouve ça génial, j'ai une administration avec des gens brillants, et ça fait du bien. Pardon, je vous coupe un instant, vous avez très bien défini ce qu'est la politique. Vous avez dit, je voulais du pouvoir et être utile, mais j'insiste, à quel moment précis est-ce que cette vision est apparue aussi clairement dans votre esprit? Vous avez quel âge à peu près? Très tôt, parce que je me souviens, quand on est petit là, à l'école, on répond, vous savez, qu'est-ce que vous voulez être plus tard, hein, je veux être espion, empereur ou parrain de la mafia. Je me souviens, j'ai écrit un truc comme ça. Complètement. Et en fait, c'est des gens qui étaient qui avaient une sorte de pouvoir et tout, de service, ils avaient des vies de folie et tout. Mais quand on est petit, on sort, non, une obsession de l'évasion, parce que le pouvoir, en fait, c'est la liberté. Et c'est vrai que quand on est petit, voilà, enfin, moi, je me souviens, les premières images que j'ai, moi, du pouvoir, c'est les grands empires romains et grecs, en fait. Ils prennent des palais, puis après, c'est égyptien, on se dit, non, mais attends, c'est le kiff total, le truc, quand même, c'est plutôt sympa, toi, t'es là, dans ton 3 pièces, dans la cité, c'est la Hesse, comme on dit, tu vois. Donc, ouais, en fait... Dans la cité, vous y étiez physiquement, mais vous vous êtes vite évadé, en réalité. Ouais, moi, j'ai passé mon temps à m'évader. J'ai passé mon temps... Les livres, bah ouais, j'ai passé mon temps à m'évader. Les livres m'ont appris à m'évader. Alors, mes premiers contacts... non, maintenant, j'ai moins de comment dire, de souvenirs précis à ce niveau-là, mais j'ai la précision d'avoir dévoré les Tintins, parce qu'il passe son temps à voyager, à rencontrer des gens, des paysages. J'ai beaucoup lu l'Alfred Hitchcock. Et ça, c'était assez fou. Et j'ai lu, après, le roman qui m'a marqué, c'est Comte de Monte Cristo. Et parce que c'est l'histoire d'un gars qui se bat contre sa condition, en fait. Après, il y a une vengeance qui me dérange. Et d'ailleurs, qui, à mon sens, le ronge. Je crois qu'il faut pas l'avoir. Et en fait, on apprend... Après, il y a plein d'autres romans, parce que je vais pas vous faire... Est-ce qu'on peut se venger de sa condition? Je trouve ça... Encore une fois, je vais parler pour moi, je vois pas l'intérêt. La vengeance, par définition, vous ronge. Et donc, c'est de l'énergie que vous mettez pour quelque chose qui, une fois abouti, déjà, vous n'êtes pas sûr d'avoir satisfaction. Et la sérénité, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Ce n'est que mon point de vue. En tout cas, c'est ce que moi, je ressens. Et donc, j'ai pas de vengeance. Mais ouais, j'ai certainement encore envie de prouver. Voilà, ce qui est... C'est pas pareil de prouver à plein de niveaux, déjà pour moi, déjà que je suis capable d'arriver de maintenir ce niveau de poste et de responsabilité. Donc je m'efforce au quotidien de bien faire mon job, d'être curieuse, d'aller challenger, titiller. Ce rôle de commissaire, on est régulateur, donc on vient casser les pieds à tout le monde. Hein, c'est ça un peu le job. Hein. Voilà. Mais parce que derrière, il y a des deniers publics, en fait. Et donc, moi, je veux que les interlocuteurs se disent, OK, elle nous casse les pieds, mais parce qu'elle veut être sereine avec l'argent public qu'elle va permettre de mettre à disposition des entreprises pour la régulation du marché de l'énergie et de l'énergie globalement. Donc, eux, en tout cas, j'ai l'ambition de dire et d'espérer que eux disent de moi que ouais, elle en fait, elle est là pour qu'au moment de la redevabilité, ce moment-là, quand elle rencontrera les consommateurs, elle dira ben j'ai tout fait en fait pour vous protéger en vue de nos objectifs politiques, qui sont la transition écologique, la préservation de la planète, et que tout ça coûte des coûts d'investissement qu'il faudra payer à un moment donné. Et moi, je veux que les gens se disent, putain, ouais, effectivement, elle essaye de tout avancer, mais de faire en sorte que ce soit pas difficile, insoutenable,
est quelque part insupportable. Au contraire, je veux le faciliter et je veux essayer, donc ça implique un vrai travail de pédagogie et de faire comprendre que, ouais, comprenez que c'est difficile parce que ça, c'est pas possible. Ce que vous demandez aujourd'hui, c'est pas possible, mais ce sera possible dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 années parce que voilà l'échéance et voilà, je vous l'explique. Donc, ça veut dire que faut pas avoir peur du mot transparence, de se dire la vérité, de pas avoir dire, là, franchement, on va galérer là. Je vous le dis, ça sert à rien de s'inventer des histoires. Le prix de l'électricité va coûter cher, voilà, et c'est pas mal. Ça va dans le sens normal des choses. Maintenant, on peut considérer de rien payer, mais ça veut dire en fait qu'on ne change rien et que nos objectifs, en fait, populaires auxquels on aspire tous, c'est préserver cette planète. Et ben, on n'y arrivera pas. Je le disais tantôt, vous avez récemment été nommé à la CRE. Comment se passe votre nouvelle mission et est-ce que vous avez arrêté les anciennes? Alors, la fonction de commissaire, c'est une fonction à temps plein, qui veut tout dire et rien dire. Temps plein, commissaire, c'est que nous, on n'est pas régulé, entre guillemets, comme un employé lambda, CDI 35 heures, en fait. Donc, très clairement, je quitte le bureau parfois à minuit, ou plutôt à 21 heures. Et quand je suis pas là à 18 heures, c'est que je suis à un rendez-vous extérieur. C'est ma manière de voir les choses. C'est aussi parce que je viens de commencer ce poste, donc je suis vraiment en immersion totale. Et puis après, il y a d'autres choses qui m'animent. C'est effectivement ce statut un peu étrange de chercheur associé, où je travaille. Pourquoi vous dites statut étrange? Vous l'avez encore, ce statut? Ah oui, je l'ai, chercheur associé. Je veux dire, voilà, on est bénévole au sein d'un centre de recherche. On écrit et on publie bénévolement sur des thématiques qui sont pour moi, effectivement, l'Afrique, la Russie, l'Afrique-Russie, le discours anti-français, les questions d'ingérence sur le continent africain, voilà, et évidemment la dissuasion nucléaire, et voilà. Et donc, forcément, j'ai travaillé beaucoup sur la question énergétique. Ma fonction de commissaire limite en tout cas des publications au sein de mon centre de recherche. L'exercice, c'est que j'ai tellement de choses à dire sur l'énergie qu'il faut que je trouve un espace, on va dire, pas crédible, mais on va dire sain, pour éviter toute ambiguïté, pour m'exprimer par écrit. Donc, je vais le trouver, d'ailleurs, j'ai plus ou moins trouvé, mais effectivement, on va dire, c'est une casquette supplémentaire qui construit mes comment dire, mes atouts de compétences, c'est l'énergie, donc il faut que je la remette dans un lot global. Mais est-ce que je suis moins engagée sur les questions de citoyenneté, de discrimination, d'Afrique, d'égalité de traitement, de méritocratie? Pas du tout. Est-ce que j'en passe moins de temps? Forcément. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne nourrit pas mes écrits? Comment ma prise d'expression publique, tout cela est travaillé. Et je fais attention parce que maintenant, quand je parle un peu au nom d'une administration. Je dois faire attention et il faut se dire que c'est normal. Et toute la question, c'est de se dire, quand je parle, l'interlocuteur, il faut qu'il soit éclairé en se disant à qui elle doit sa loyauté et sous quelle casquette parle-t-elle. Quand je parle effectivement par exemple, la centrale annoncée au Burkina Faso, les deux centrales Mali et burkinabé avec Rosatom, Russie, centrale nucléaire, alors que c'est clairement mon champ de compétences, qui s'exprime? La chercheure sur les sujets continentaux, sur l'ingérence et la relation Russie-Afrique, ou c'est la commissaire à la régulation de l'énergie qui connaît par ailleurs encore plus les technicités du nucléaire et de l'énergie dans un réseau de distribution, ou c'est l'ancienne consultante à l'Organisation du traité d'action complète des essais nucléaires et chercheur sur la dissuasion qui vous explique comment tout ça. Mais parce que aussi, je suis le fruit d'un cursus. Donc moi, je suis arrivée là parce qu'il y a eu tout ça derrière moi. Donc il faut pas... je crois que l'erreur, en tout cas ce que je vois, c'est que les gens considèrent qu'on est comme une carte postale. On est il y a rien eu avant, il y aura rien après, il y a rien à côté. Ben, je mange comme vous au restaurant, je vois comme vous que les prix augmentent, je vois comme vous qu'effectivement la vie est plus compliquée sur ça. Je vois comme vous qu'on a quand même un climat international assez délétère et assez flippant. Je vois comme vous que les guerres
ne font que commencer. Et comme vous, je peux avoir un peu peur. Comment êtes-vous rentré dans cette administration publique, dans vos postes précédents et dans celui-ci? Comment avez-vous fait concrètement et sans langue de bois? Donc, oui, il faut faire des études, mais il faut pas leur dire, il y a pas que ça, en fait. D'accord. Il y a pas que ça. Donc, ça, c'est le premier point. En fait, on vit dans un monde, heureusement, très humain. Et vous avez beau être le premier en sortant des MIT, si vous êtes insupportable, aigri et désagréable, ça marche un temps, ça marchera pas plus. Forcément, ça marchera plus que si vous n'avez pas fait d'études. Ça, c'est sûr, il y a une certaine garantie. Mais non, en fait, parce que l'être humain, il est quand même universellement pétri d'émotions. Et que quand vous renvoyez des choses négatives, en fait, vous attirez pas. Donc, je crois que en attitude, donc il y a ce fameux savoir-être qui m'agace plus. Non, en fait, je pense que c'est... je pense qu'en fait, faut pas se mentir sur ses ambitions, faut pas avoir peur d'en avoir. Vous sortez d'une fac de droit, vous n'avez pas d'ambition pour vous, en fait, l'employeur va pas en avoir pour vous, en fait, et il le voit. Donc, en fait, un gars qui a pas d'envie, ça le saoule. On va dire, le gars, il va arriver, il va faire ses heures, il va prendre son café, il va me casser les pieds pour le... Non, moi, je veux un gars qui veut se défoncer pour mon job. Bon, moi, je sais que toutes les personnes, tous les postes que je les ai arrachés. Je les ai arrachés. Mais chaque patron, il dit, elle va me saouler, mais je sais qu'elle va se déchirer pour moi. C'est le deal. C'est le deal. Ils savent tous, là, ici, que je vais saouler tout le monde, mais je vais me déchirer pour la mission pour laquelle j'ai été, on va dire, postée. Ils savent, ils disent, elle laisse tomber, elle va casser les pieds à tout le monde. Mais c'est pour ça qu'on la veut. Donc, ça limite aussi, ça ferme des portes sur d'autres fonctions où on attend peut-être un peu plus de figuration. J'y vais pas, ils m'appellent pas, voilà, les deux parallèles qui se croisent pas, c'est très bien, parce qu'en vrai, et le monde est aussi assez ouvert pour avoir de la place pour tout le monde. Moi, voilà, je suis à un âge où j'ai encore envie j'ai envie de bousculer les choses, les gens, j'aime l'idée de casser les pieds, enfin, voilà. Non, parce que bizarrement, je suis beaucoup plus sereine. J'ai eu faim à un moment de ma vie. Non, la faim, c'est comme si il y a une éternelle insatisfaction. Vous avez dit, je dois prouver. Et prouver ne veut pas dire que je suis pas satisfaite. Oui, d'accord. Moi, je veux prouver parce que de l'autre côté, quand on est à un poste, pour moi, il y a un enjeu crédibilité. Et moi, mon pari, c'est que quand je quitterai ce poste, personne ne s'interroge sur mais comment elle a fait. C'est évidemment Lova, mais évidemment à ce poste-là. Et je le veux même pas pour les autres, je le veux pour moi en fait. C'est quelque chose de très narcissique. Et c'est vrai que j'ai quitté tous mes postes. Vous dites mais évidemment en fait, évidemment. Elle pouvait rien faire d'autre que d'aimer l'arme atomique, évidemment. Alors que on voit mon profil, on se dit bon, elle est pas, si en fait, elle est plutôt la tête de l'abolitionnisme, donc ça s'appelle les anti-armes nucléaires. Non, moi je suis complètement, j'explique que c'est la dissuasion, j'explique pourquoi c'est important pour garantir la paix, la sécurité au sein en fait de ce petit monde très restreint d'armes de pays dotés. Bon bref, je vais pas vous faire toute la déballe de la dissuasion, je dirais plusieurs heures, c'est pas le sujet, mais en tout cas, effectivement, je veux qu'on parte avec l'idée d'une certaine évidence, parce qu'en plus, mon combat pour la discrimination, c'est que quand on est un peu pionnier dans ces mondes-là, du coup, j'ouvre les portes à d'autres pour qui ça aurait pu être pas évident. Et parce qu'il y a une LOVA, ils disent ouais, non, c'est bon, je vais peut-être faire une LOVA, mais en fait, maintenant, à chacun d'être soi, mais il y a toujours des gens pour ouvrir. Donc, oui, je suis très contente d'être là, mais je vais pas rester là toute ma vie, donc je vais aller ailleurs et je serai très contente à mon avis. Je sais pas où je serai dans 6 ans, mais voilà. Et ça veut pas dire que j'abandonne. Donc oui, je fais attention à mes prises de position, pas mes prises de position, mais ma prise de parole publique, pour que les gens se disent attends, c'est la commissaire à la Creux qui parle, est-ce que c'est la chercheure associée qui parle, est-ce que c'est la militante sur la lutte contre les discriminations et l'égalité de traitement qui parle. Peut-être que la militante sur ce sujet va être plus silencieuse, voire un peu plus silencieuse, et que la prise de parole, elle va être plus sur ces deux portefeuilles-là, entre guillemets, qui sont quand même extrêmement larges, et qui font qu'à mon sens, le simple fait de pouvoir m'exprimer sur ces deux sujets structurants et techniques permet d'expliquer encore mieux que l'intérêt de la lutte contre la discrimination est légitime. D'accord, donc vous avez parfaitement conscience que vous représentez plus que votre seule personne, à la fois en tant que femme et femme
racisé, si je peux me permettre l'expression. Je voulais vous parler du syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça vous parle? Pendant très longtemps. Ouais, pendant combien de temps? Jusqu'à arriver ici. Bah, c'est très récent. Ouais, alors, c'est récent. ouais, Et là, ici, ça y est, je l'ai... Est-ce que c'est parce qu'on vous a nominé, donc choisi avec soin pour un poste irrévocable? Vous l'avez dit vous-même. Pourquoi vous n'avez Je vieillis. pas le syndrome? C'est fatigant, le syndrome de l'imposteur. C'est un truc pour les jeunes, ça. C'est pas un truc pour les vieux. Regardez les vieux, en général, ils sont détentes. Ils disent n'importe quoi. Ils sont sûrs d'eux. Bon, voilà, je suis l'entre-deux, là. J'ai quitté la jeunesse, j'entre dans la vieillesse. Je sais que mes belles années, c'est derrière moi. Maintenant, je regarde, voilà, cap 80 ans, comment ça se passe, trajectoire et tout. Donc, déjà ça, je crois que la maturité, parce que derrière la vieillesse, c'est la maturité qui vient un peu gommer, effacer, câliner des complexes plus ou moins légitimes. D'ailleurs, pour ou contre lesquels chaque individu lutte au travers de leur vie. Bon, ça y est, c'est réglé, tout va bien, ou tout va mal, mais peu importe. Il s'adapte. Ça y est. En tout cas, je crois que moi, à 40 ans, ça va, j'arrive à gérer mes problèmes. En tout cas, j'espère que c'est le cas pour tous les gens de notre âge. C'est intéressant parce que vous aviez le syndrome de l'imposteur malgré les hautes sphères étatiques que vous avez côtoyées, que vous côtoyez toujours, malgré votre statut de chercheur. Je pense que le statut de chercheur est venu justement participer à cet apaisement parce que quand on est en cabinet, c'est la concurrence. Bah non, mais on est en concurrence constante entre cabinets, dans les cabinets. La politique, c'est rude. Oui, c'est rude. Mais Mbappé, aujourd'hui, c'est rude pour lui, en fait. Il est dans un système de concurrence. Voilà, on a plus ou moins des facilités, puis ça dure un temps. Je veux dire, le jour où on arrête l'exigence du boulot, ben, on est moins bon. Donc, le principe de concurrence vient, à mon sens, stabiliser le syndrome de l'imposteur. Parce que justement, vous êtes à chaque fois challengé par d'autres profils plus jeunes, plus âgés, plus forts, plus talentueux, mieux nés, plus discriminé. Donc le mythe du gars qui vient encore de milieux plus défavorisés que vous dit waouh, c'est incroyable, vous êtes un peu moins, vous êtes devenu moins intéressant. Donc on peut le voir, le syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai que en cabinet, je crois qu'aussi c'est, encore une fois, je crois que c'est des questions d'âge parce qu'on a envie de progresser, donc on est dans des logiques de montée, d'être en concurrence. Moi, j'ai arrêté ça finalement en choisissant la voie de la recherche, parce qu'en fait, on n'est pas en concurrence. J'ai pris des sujets que personne ne voulait. Enfin, la dissuasion et quand même l'Afrique, c'était des vieux trucs que personne regardait et que les idées innovantes, elles étaient dans les années 90 en fait. C'est intéressant. Donc, vous vouliez vous démarquer, sortir de cette masse qui crée chez vous un sentiment d'imposture, c'est ça? Parce que quand on est dans encore une fois, dans le milieu politique, hein, je connais pas ce qui se passe dans le milieu médical, je ne sais pas ce qui se passe dans le milieu industriel, je ne sais pas ce qui se passe dans le milieu du sport ou de la culture, donc je parle vraiment, voilà, milieu politique. On est à un niveau de vitesse, d'information et de prise de décision, je crois que les gens ne se rendent pas compte. Rapide, et en fait, mais c'est la concurrence de la misère, en fait, à chaque fois. En fait, à chaque fois, vous réglez, c'est le mythe de Sisyphe. Vous montez votre caillou, et ben, il vous retombe sur la tête parce qu'en fait, il y a un autre truc qui vient de vous tomber dessus. Et donc, alors déjà, vous êtes fatigué, parfois, ça peut être décourageant. Et puis, après, on manque de recul. Et c'est vrai que peut-être quand on a fait 2 pays, on fait un premier pays, on se dit oh vas-y ils ont rien compris, on fait un deuxième, on se dit attends ils ont pas compris la même chose, donc c'est qu'en fait c'est le système politique qui va pas. Et parce qu'en fait il y a des choses très communes, c'est la rapidité, l'exposition au cœur de problèmes avec des interlocuteurs qui parfois ont pas envie que ça change, des interlocuteurs qui font exprès que ça ne marche pas, il y en a d'autres qui sabotent tout, puis il y en a d'autres qui ont envie que ça marche, donc on se dit on reste pourquoi, pour qui, comment. Et moi, j'ai vu que après quasiment 10 ans, finalement, cabinet, je me dis en fait, je suis fatiguée, en fait, je réfléchis plus, j'avais besoin moi de prendre de la distance, mûrir des concepts, prendre de la hauteur. Et la recherche permet ça. Vous êtes isolé, vous êtes tout seul avec des bouquins, vous comprenez pas. Vous embrouillez d'autres chercheurs pour demander d'expliquer ce que eux ont compris. Enfin, quand même, c'est un rapport à l'humilité où vous êtes constamment brillant au cabinet. Ben, alors, je vous dis, entre chercheurs, vous êtes toujours le premier des imbéciles. Et moi, je trouve ça sain.
de se remettre un peu des tartes dans le visage, parce qu'on se remet en question, qu'il n'y a pas d'absolue vérité, qu'on se rend compte que c'est aussi des équilibres de temps, de gens, de rimes, voilà, de périodes, et que parfois le temps, et c'est pas parfois, le temps c'est votre pire ennemi et c'est votre meilleur allié. Et il faut gérer cette impatience, en tout cas moi qui est quand même mon truc, je suis vraiment une vraie impatience, donc pour l'impatience de service que je suis, eh bien du coup la recherche est venue pour moi me permettre de mûrir. Je vois les discussions que j'ai quand j'écris un texte, il y a une recorrection, une correction forcément quand vous écrivez, il y a vos pairs qui vous lisent en disant non, là t'as pas assez argumenté, là tu peux pas dire ça comme ça, explique-le. Et je trouve ça sain en fait qu'on te dise que quand tu veux avoir ce niveau de finesse, parce que c'est ça le sujet, la nuance et la finesse, et je courais après ça, bah, tu peux pas dire n'importe quoi. Et t'es confronté au regard des autres. Donc le regard des autres qui est forcément bienveillant, en tout cas dans la Fondation pour la recherche stratégique, c'était le cas. On disait, voilà, là tu dis ça comme ça, il manque 2-3 paragraphes pour l'expliquer. Et t'as le temps d'écrire en fait. C'est fait pour ça. Rajoute des pages, rajoute des lignes, t'as le temps. T'es plus sur ta note politique qui doit faire une page. Parce que j'étais dans ça, moi. Mes briefs faisaient une page, et puis c'était un truc de contexte, et puis après, un truc plus large de stratégie, c'était 6 pages. On ne devait pas sortir de ces formats. Donc forcément, votre propos est contraint, il est caricatural parfois, il est violent parce que vous devez avoir la punchline. Dans la recherche, non, on laisse couler les idées, et puis on discute. T'es sûr que tu veux dire ça? Ouais, t'es sûr de toi de l'info? Ouais, bah vas-y, écris-le. Et ça, c'est bien, ça me faisait du bien. Et c'est comme ça que j'arrive dans l'énergie. Parce que je voulais un monde structurant, où l'énergie, comme dans le nucléaire d'ailleurs, ne laisse pas la place à l'erreur. En fait, il y a ceux qui parlent, là, ils disent n'importe quoi, c'est très bien. Mais en fait, ici, on peut pas se planter. On peut pas se planter. On se plante, c'est des milliards et c'est une sécurité d'approvisionnement. Et puis derrière, il y a votre bouton magique là, qui s'appelle l'interrupteur, parce qu'on oublie à quel point ça, c'est magique. Vous appuyez, la lumière fut. Bah, dites-vous que dans les 2/3 du monde, ça se passe pas comme ça. Et ce rapport à l'énergie, pour moi, il est... Alors, en plus, c'est de la science derrière, c'est des innovations technologiques, c'est fait de chair et d'os, d'ingénieurs, de femmes et d'hommes, de géologues, de recherche fondamentale, de techniciens, on va dire qu'on n'a pas eu un niveau scolaire. Et en fait, cette colonne vertébrale, pour moi, c'est ça la République, c'est ça la démocratie, c'est-à-dire que tous ces gens-là qui n'ont rien à voir, ils permettent à un pays de s'émanciper. Et je trouve ça très beau, en fait, la philosophie de l'énergie. C'est des gens qu'on ne voit pas. Je vous demande, vous connaissez votre facteur, vous connaissez votre dentiste, le gars qui raccorde votre raccordement électrique, là vous le connaissez pas, vous l'avez jamais vu. C'est ça, c'est ces petites mains là qu'on ne voit pas et qui assurent le fait que vous demain vous voulez ouvrir un restaurant, ben l'énergie c'est pas un sujet. Moi j'étais à Madagascar, ben vous ouvrez votre restaurant quand vous avez 6 heures de rupture d'électricité, ben en fait déjà votre alimentaire, la rupture de chaîne de froid, bye bye. Donc vous jetez les 2/3 de votre stock alimentaire. Et puis quand vous avez le retour de l'électricité, vous avez des surtensions. Et donc ça vient casser en fait votre matériel de réfrigération et en fait votre rentabilité. Vous la remettez pour réinvestir dans du matériel de réfrigération qui normalement aurait dû résister 3, 4, 5, 6 ans. Ben non, en fait à Madagascar c'est 3, 4, 5, 6 mois. On vit pas comme ça. Ben ici en fait on se rend compte que si quelqu'un dit oui, mais elle compare non, mais en fait, c'est justement parce qu'on est en phase de mutation qu'on va demander aux gens de faire des efforts. Si on n'est pas capable d'accepter ces efforts, on peut se retrouver dans cette situation dans 5-6 ans. Et j'ai pas envie, moi, de porter ça. Il y a un gros enjeu énergétique. Et cet enjeu énergétique dépend aussi de la capacité des commissaires, des gens comme moi et d'autres, hein, d'expliquer où nous en sommes. Sur le plan. Vous l'expliquez à qui? Bah, déjà aux interlocuteurs que je rencontre. Forcément, c'est moins médiatique. Ça va, effectivement... finalement, que ça le soit. C'est ça que je voulais. Bah, je suis là. Oui, forcément. Je crois que ça doit l'être, mais ça me l'est pas. D'accord. Parce que moi, je suis pas chef de médias, donc c'est pas mon sujet. Mais voilà, moi, je fais mon job. J'ouvre toujours la porte à ceux qui veulent me parler. Voilà, et il faut le faire, je pense. Et pour la suite, depuis longtemps, vous êtes une personne qui savait ce que vous voulez, où vous allez. Quel est votre plan, Loba? Parce que vous avez un plan, c'est sûr. Alors, je crois savoir où je vais aller dans 6 ans. J'ai déjà des pistes de réflexion. Non, je dirais rien. Ouais. D'accord. Même pas... Non, parce qu'on est au début de la réflexion, mais par contre... Vous connaissez bien la politique, et le politique, est-ce qu'y retourner, ça vous tente?
Mais je suis là dans la politique. Enfin, Oui. là, je suis dans une instance qui est... Le jeu politique, je veux dire. je veux dire, vous voulez dire la politique, dans celle qu'on voit des élections et tout? Oui, je parle du jeu politique, d'élections, par exemple. Oui, non, là, non, pour l'instant, c'est pas... Après, comme je sais, j'ai quelques pistes où j'ai envie d'aller, je suis pas sur le départ. Parce que je sais que je serai jugée sur la qualité des 6 ans que je vais donner. Donc moi, quand j'arrive dans un poste, la première chose que je fais, c'est viser le prochain pour me forcer à être hyper bonne. Et les gars, ils disent, ah ouais, attends, t'as vu ce qu'elle a fait là-bas? Ah, elles sont obligées, on l'apprend. Obligée, elle est faite pour ce poste-là. Vous visez un poste plus haut? Alors, je sais pas, parce que commissaire, vraiment, c'est vraiment un très, très haut poste. On est fonctionnaire de catégorie A, où il n'y a pas plus haut. Enfin, A+, d'ailleurs, SE+. Je crois qu'il y a combien de plus. À mon sens, il y a forte chance que je serai pas en France. Retourner à Madagascar? Je crois pas. Non, il y a très forte chance que je serai plutôt quelque chose à l'international, voilà. Parce que j'en ai envie, que le monde est grand, qu'il faut le découvrir, et qu'il faut pas... Voilà, j'ai fait Madagascar, et Madagascar m'a permis de voyager beaucoup dans des instances africaines, donc je connais maintenant comment ça fonctionne. J'ai envie de voir d'autres choses. Oui, vous y allez doucement. Ouais, mais et ce que m'ouvre et la certitude que j'ai, c'est que je n'atteindrai pas les postes que je souhaite dans 6 ans si je suis mauvaise ici. Ça, c'est certain. Donc, en fait, pour obtenir ce que je veux dans 6 ans, il faut que j'éclate tout ici. Donc, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup, voilà, de travail, on se donne. Donc, moi, en fait, je le vois pas comme un poste où je suis finie, genre, ouais, c'est bon, tranquille. Non, au contraire. C'est ma période d'essai ici. Je la vis vraiment comme c'est 6 ans. C'est dur, 6 ans de période d'essai, hein. Donc, moi, je le vis comme une période d'essai où à chaque rendez-vous, je donne tout. Ce matin, j'étais en réunion, justement, avec EDF, sur la partie des zones non interconnectées. Donc, ça, c'est un de mes portefeuilles spécifiques, où, en fait, je m'occupe des zones non interconnectées qu'on appelle les ZNI. Et donc, en fait, ce sont très clairement les Outre-mer avec les îles bretonnes et la Corse. En fait, c'est tous les territoires de France qui ne sont pas connectés au réseau central, puisqu'ils ont ils sont limités au leur, en fait. Bon, la Corse, c'est particulier, parce qu'en fait, ils ont une interconnexion. Enfin, peu importe. Et donc, du coup, voilà, quand je regarde effectivement ça, je regarde à l'aune des priorités. Donc, il faut comprendre l'écosystème, les besoins, être capable de dire, tiens, il y a des trajectoires de développement, quelles sont-elles? Donc, quel est le système énergétique qui doit être capable d'absorber sur un minima, un moyen, long terme, ces projections et dire, tiens, ces territoires pour se développer, nous, on est prêts. Et sur le plan énergétique, on est là. Les industries, vous pouvez venir. C'est bon, on est capé. Et voilà, donc moi, le but, c'est effectivement me dire que voilà, pour les ZNI, ils se disent, tiens, elle a tout fait. Après, chacun fait son job, hein, c'est à eux de gérer leur... Mais moi, je veux partir en me disant que, ouais, Lova Rinel, quand elle était là, elle a tout fait pour que sur le plan énergétique, ces départements soient en capacité d'aller là où ils veulent aller et, tu vois, sky is the limit, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Je veux qu'ils disent, ah ouais, elle a tout fait, après, c'est à nous de le faire. Je suis persuadée que la responsabilité, c'est aussi le nerf d'une forme d'émancipation et que si on est tout le temps là en train de dire, ouais, voilà, je vais te dire comment faire, non, je vais pas te dire comment faire. Moi, je sais ce que je fais. T'as envie d'aller dans les airs, tiens, je te donne ta fusée. Et voilà comment elle est avec tout, elle est pensée avec toutes les potentialités pour qu'en fait t'aies plus de limites. C'est ça. Merci, Lova Rinel. Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité, disait Victor Hugo.